C'est bon? Ça marche? Ouais. Non. Ah. Ok, donc on reprend pour un sujet, donc cette fois-ci je vais être un peu moins critique, même je vais être carrément fanatique. Il fallait faire passer la pilule de PowerShell, donc il fallait avant que je vous montre un truc que j'aimais pas trop pour pouvoir vous dire à quel point j'aime PowerShell. D'ailleurs, PowerShell qui est un outil de configuration des LDAP splendide, intégré, fabuleux. Alors PowerShell c'est quoi? PowerShell c'est un peu le repentir de Microsoft. Vous vous souvenez peut-être de CMD, qui se souvient de l'invite de commande, là, le vieux truc moche, noir. Qui l'a utilisé? Honnêtement, qui a utilisé CMD, le pire invite de commande du monde, quoi? Qui oserait me dire qu'il ne l'a pas utilisé? Voilà, c'est surtout ça. Non. Avec dire, CD, mais qui fonctionnait pas comme un CD. C'est un peu un truc bâtard. Hein. Non, 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 c'est le truc le plus sale qui puisse exister. Donc Microsoft ont fait leur mea culpa et ils sont revenus vers un shell qui est beaucoup mieux. Beaucoup mieux pourquoi? Il est en avance sur son temps. On va voir, il a plein de notions d'objets que les autres shells n'ont pas. Il reprend beaucoup de trucs des shells POSIX. Vous allez voir, c'est assez impressionnant jusqu'où est-ce qu'il va. Et il les étend. On va voir qu'il y a des concepts dans PowerShell, de là à faire des pipes, mais alors des pipes complètement incrédibles. On va voir, c'est juste incroyable ce qu'ils peuvent faire avec PowerShell. Le problème, c'est que dès que je dis PowerShell, les gens me répondent « ce truc qui prend 3 plombes à se lancer ?» Enfin, c'est le truc, je le lance et puis au bout d'une minute, ça arrive, c'est ça? Alors généralement, je leur dis « oui, mais tu comprends, ça agite, il faut du temps, c'est pas immédiat, avant qu'il t'affiche ton prompt, ça met un certain délai, il va falloir attendre avant qu'il soit prêt. Ah, il est opérationnel, ça y est, je peux taper mes commandes, je vais enfin pouvoir taper ma première commande, mais ma première commande est JT, donc il va falloir attendre. Ah, ça y est, j'ai mon terminal. » Bon, c'est vrai que PowerShell, si vous ne le lancez pas au démarrage, il est long. Mais après, qu'est-ce qu'il est bien! Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser efficacement PowerShell, comment utiliser efficacement le vrai shell de Windows. Parce que non, CMD, c'est plus shell Windows. Aujourd'hui, il faut être PowerShell. Il faut être un peu plus moderne. Donc voilà, première chose qu'on voit avec PowerShell, on va voir une brève introduction. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? C'est très intéressant. Ensuite, on va voir les variables PowerShell. C'est sans doute la meilleure invention de PowerShell. Vos variables sont des objets. Variables shell qui sont des objets. Un shell orienté objet, c'est magique ce que ça permet de faire. On va voir aussi que Windows, dans le kernel Windows, il y a beaucoup d'objets. Quasiment tous ces objets, on peut les manipuler avec PowerShell. Vous pouvez monter votre ventilateur, CD dans votre ACPI, c'est assez magique. Et enfin, on verra un peu des trucs rigolos pour conclure avec Windows PowerShell, notamment comment CD dans votre ACPI, entre autres. C'est très rigolo. Commençons tout de suite par la petite introduction de PowerShell. PowerShell, ça vient d'où? PowerShell, donc, ça vient du désir de Windows, du désir de Microsoft d'avoir un vrai shell, un vrai système qui soit utilisable, fiable, et qui soit autrement plus user-friendly que ce pauvre CMD. C'était quand même un peu la misère sous Windows avec CMD. Dites-vous bien, moi j'avais un TO7 quand j'étais gosse, donc un TO7 c'est une très vieille machine avec un écran. Ils avaient fait un choix esthétique à l'époque, ils y reviennent un peu d'ailleurs, choix esthétique à l'époque très probant, d'écrire en bleu sur fond cyan, c'est lisible. C'était Microsoft Basic 1.0 et déjà à cette époque il y avait CD, LS, des primitives, somme toute plutôt bien. Et puis on a eu MS-DOS, donc MS-DOS régression. Windows 3.1, on se dit que de garder MS-DOS c'était pas si mal, puisque c'était build on MS-DOS. On est passé à NT, mais on s'est dit que même si on passait à NT, quand même, garder MS-DOS c'était bien. On est passé à XP, et puis à XP, on s'est dit que quand même, garder un shell qui date des années 80, c'était bien. Et puis on est passé à Vista, et à Vista, au début, ils se sont dit que garder un shell qui datait des années 80, on croirait utiliser ZSH, quoi. C'était toujours bien. Et ils ont quand même réalisé au bout d'un moment que non. Alors là, les ingénieurs de Microsoft se sont grattés la tête et se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser qui va bien avec un shell? Surtout que Microsoft, vous savez, ils aiment bien mixer un peu leur techno, quoi. Ils ont du Silverlight, ils ont
WPF, il faut qu'ils en fassent du Silverlight, hein, mixons IE et WPF. On a des trucs sympas qu'on a dans Office, on a SkyDrive, on va mixer, on va faire Office 365, c'est un peu le mix, et du coup ils se sont dit, on va prendre un shell, CMD, on va le mixer avec quoi? Donc là, c'est la loterie Microsoft, hein, je sais pas, j'imagine, hein, je pense que dans leur bureau, il doit y avoir un grand moment annuel où ils disent quels projets vont merger avec quel autre. C'est le grand moment rigolo, dites-vous bien qu'on a eu les add-in Visual Studio pour Office, comme ça, hein, c'est spécial. C'est rigolo, mais spécial. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Hein. Et bien, ils se sont dit, oh, c'est tombé sur .NET, un shell, .NET. Pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? C'était un mélange plutôt heureux. Alors, plutôt malheureux au niveau du startup. Rassurez-vous, c'est corrigé dans Windows 8 et autres. Donc PowerShell 3. C'est un mélange plutôt heureux. C'est un mélange plutôt heureux parce que il fonctionne bien. Et ça va vous donner aussi accès à des objets, à beaucoup plus accès aux primitives Windows, en fait, même si vous utilisez quelque chose de beaucoup plus haut niveau. Et ça, on va le voir dans l'utilisation de ce shell. Donc c'est un shell orienté objet, c'est un shell entièrement bâti sur .NET. Vous avez accès à l'API .NET dans PowerShell. Et vous avez accès aussi à toutes les features .NET, c'est-à-dire ça inclut du link, ça inclut, vous allez avoir des structures de contrôle bien sympathiques. Et ça fait aussi que vos scripts s'exécutent avec la vitesse de 2 fois le natif. Voilà, c'est inutile, ça par contre, hein, le script qui va à 2 fois le natif, ça veut dire le script Java. Oui, du shell Java, ça s'appelle Microsoft, ça c'est spécial, hein, c'est concept. Ok, donc on va effacer la fenêtre, il n'y a pas de contrôle L dans le terminal par défaut de PowerShell, vous êtes obligé de faire clear. Et on arrive, on va faire variable classique. Alors oui, ils aiment bien chez Microsoft, juste pour casser la compatibilité avec la plupart des scripts, que vous soyez obligé d'utiliser $ pour l'affectation, c'est sympathique. Donc $test égale plop. En soi, bon, là vous allez me dire pas très différent de bash ou de sh, hein, de 42 sh, echo test, plop. Bon, qui est surpris? Ouais, hein, c'est pas foufou. Mettre 2 minutes de start-up juste pour ça, bof. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Bon, ls, ouais, bof. C'est un ls, quoi. Enfin, ça vend pas du rêve. On n'a pas le... C'est pas top, quoi. Enfin, ls, en plus, la première fois que vous allez le lancer, il va vous prendre 3 plombes. Pas top. Et puis l'affichage, il est vachement louche, en plus. Hein. C'est une ligne... On comprend pas trop pourquoi, en plus, il affiche des noms au-dessus. Ok, c'est juste pas standard comme affichage. Alors la vraie raison, en fait, c'est que ça, c'est un ls surpuissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas du tout, mais alors du tout, en train d'essayer d'afficher ls. La primitive ls sur PowerShell, c'est une primitive qui renvoie un tableau d'objets qui ont une propriété mode, une propriété lastWrite, une propriété time, une propriété length, une propriété name. Quand PowerShell voit ça, il essaye de le reformater sous forme d'un tableau, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez créer vos propres objets qui auront des propriétés, il sera vous les reformater comme ça. Et oui, en fait, ls, c'est pas un vrai ls, c'est juste un truc qui fournit une liste d'objets sur PowerShell. C'est tellement une liste d'objets que vous pouvez faire liste égale ls, et puis pourquoi pas accéder à l'élément 1 de votre liste. Oui, ça fonctionne. Et vous pouvez même rajouter une propriété, .name, comme en C#. Ça fonctionne, vous avez bien B, parce que vous avez demandé la deuxième case du tableau, .name. Et c'est là que PowerShell prend toute sa splendeur. En fait, vous n'avez plus du tout ce concept dont on écrit sur la sortie standard, on essaie de la parser avec du cut, des trucs immondes, on va jouer avec l'IFS. Non, tout est objet. Vous renvoyez des objets, vous prenez en paramètre des objets. C'est très C# comme concept, mais bon, c'est .NET hein, de notre côté. Il ne fallait pas s'attendre à grand chose d'autre. Donc c'est sympa. Vous avez votre ls qui est des objets, vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez avec des objets. Votre sort, c'est des objets. Enfin, imaginez toutes les primitives que vous avez sur votre shell classique et imaginez leur version objet, c'est ce qu'ils ont fait dans PowerShell. Plus sympa, le pipe, ça pipe des objets. C'est spécial, hein, ça aussi, ça a un petit goût de spécial. À votre avis, ça fait quoi? Et je pense qu'il y en a dans les ingénieurs dans la salle qui ont dû voir ça. Quoi? Non, c'est pas du pattern matching.
Exactement. Ce qui va faire ça, c'est un opérateur de PowerShell qui vous permet de recréer une liste à la volée composée uniquement des index 1, 2 et 3. Vous venez de générer les objets en fait qui sont en train de voler, les objets 1, 2 et 3, c'est-à-dire notre objet B, D et C. Ensuite, vous les passez à sort, vous passez à sort 3 objets, il compare les propriétés qui ont de la chance, elles ont tous un i-compareur, on est en C#, il les sort, il les écho. Sauf que écho, quand vous utilisez PowerShell, c'est juste quelque chose qui, non pas n'écrit sur la sortie standard, mais qui display uniquement vos objets. Donc, il display vos objets, ça ne fait rien puisqu'on est dans une parenthèse. Je récupère 0, c'est-à-dire le premier élément. En fait, je suis en train de récupérer le premier élément de cette liste triée. Donc, le premier élément de BCDC trié, donc ça va être B. Ok. Oui, je les ai triés dans le... Je suis loupé là-dessus. Bon, c'est sympa. On a vu comment est-ce qu'on faisait ça. Je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous prouver que ça marche vraiment, ces trucs-là sur PowerShell. C'est assez dingue, le fait de pouvoir passer des objets via les pipes. Mais c'est très pratique quand on y réfléchit. Enfin, via des pipes, vous pouvez passer que des streams, pourquoi pas des objets? Vous avez envie de passer peut-être 3 streams à la fois, 4 streams à la fois. Avec les objets, c'est possible. Avec Unix, c'est pas possible. Vous êtes limité avec votre bon vieux pipe qui transmet des caractères par caractère. Là, non, quoi. On a évolué. On peut transmettre de l'XML, on peut transmettre des objets, on peut transmettre des systèmes drawing image, on peut transmettre un stream avec des objets XNA qui transiteraient vers une autre application quand on est gore et qu'on aime le sale. Donc, on va venir à un point quand même un peu plus windowsien, et pour ça on va faire une live démo. Est-ce que déjà quelqu'un connaît dans les primitives, la primitive getWmiObject sous Windows? Pour des gens qui ont fait un peu de Windows d'ailleurs. Non? WMI, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un WMI quand même? Des gens qui aiment bien un peu le système, là, les primitives bas niveau? Non? Personne? Personne n'aime le Windows bas niveau, hein, c'est dingue. Hein? Surprenant. Allez, donc remercions ce monsieur qui va me servir de son ordinateur pour pouvoir faire mes primitives PowerShell rigolotes. Alors on va lancer PowerShell. Voilà. Et tout de suite après, je vous montre comment est-ce qu'on fait un blue screen sur Windows de force. Donc lance-le en tant qu'administrateur, ce sera très bien. Oui, en tant qu'administrateur, oui. Non, il n'y a pas de souci. C'est rigolo, un shell admin. Voilà, donc tu peux le mettre, vas-y, mets-le sur l'écran. Voilà, donc vous voyez, hein, j'ai pas menti, il vient à peine d'arriver sur son prompt. Hein. Tout à l'heure, il était en train de lui charger son bidule. Donc on va refaire les exemples de tout à l'heure. Allez, on se fait un ls. J'espère que tu n'as rien de compromettant dans ton home. ls. Ok, donc c'était bien ce qu'on avait affiché. $list égale ls. Non. Essaye encore. Voilà. List crochet 0, enfin $list crochet 0 pour accéder à l'élément 0. Crochet. C'est un tableau. C'est un tableau C#. Voilà. $list crochet 0 point. Et alors la tab, puisqu'évidemment on a l'autocomplétion à la C# normalement. À moins que tu ne l'aies pas activé, mais bon, je vous montrerai ça dans un truc encore plus stylé. Donc, point .name. Ah oui, c'est pas gênant, il y a une propriété name, pourquoi ne pas y accéder? Vas-y. Donc là, vous accédez à la propriété name de votre dossier, c'est un dossier, c'est des objets, c'est propre. Et maintenant, on va jouer un peu plus. $volumes, avec un S, est égal à get WMIObject. Alors là, utilise l'autocomplétion pour le coup, parce que sinon tu ne vas pas t'en sortir. WMIObject. Oui, majuscule WMI, tab. Un tiret entre get et WMI. Voilà, get WMIObject, donc Windows Media Interface. Donc on va obtenir en fait des objets Windows. Qui est-ce qui a une petite connaissance dans comment ça se passe Windows, ou est-ce qu'il faut que je rappelle comment c'est Windows en interne? Qui est-ce qui connaît un peu Windows en interne? Juste un peu les internals de Windows. Personne ici? Ok. En interne, Windows, il utilise la plupart du temps des objets. D'où les ActiveX et toute la joie qu'il vous avait fournie à un moment.
Ces objets, ils implémentent des classes. C'est vraiment, là pour le coup, vous qui voyez un peu du C++, pour ceux qui sont en engin, on est vraiment dans l'optique, ces objets implémentent des classes. Et ces objets sont des objets systèmes qui vont voler dans un environnement et qui vont implémenter soit une classe, soit une autre classe, soit hériter de plusieurs classes à la fois. Et ça va être comme ça Windows. Pour vous, par exemple, un dossier, pour Windows, ce n'est pas un dossier. C'est un objet container. Un fichier, c'est un objet container, mais qui ne contient pas des dossiers, qui contient des bytes. Donc en fait, là, vous retrouvez un peu le concept de vos trucs templétés par donc vous aurez container templété par container, container templété par des bytes, container, voilà, ce genre de trucs-là. C'est assez sympathique Windows en interne. Et là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui dire donne-moi tous les objets du système qui implémentent une certaine classe. Donc espace moins classe, classe avec une majuscule parce que c'est classe, espace, ouvrir les quotes. Alors, nom de classe à la Windows, Win32. Ah oui, Win32. Non, minuscule. Win32-volumes. Pas de S. Volume. Non, pas de S. Voilà, on y va. Alors, je ne sais plus, c'est tiré ou underscore. C'est underscore, alors. Voilà, donc là, il nous a récupéré tous les volumes de notre système. C'est assez surprenant, là pour le coup, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup Windows, qui pensent que c'est C2 points machin. Non, 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 c'est pas C2 points. C'est comme Linux, vous avez tous vos médias là dans /media bidule, là je déteste cette espèce de chose. Sous Windows, c'est pareil. Alors là, on va faire la révélation de l'année, fait $volume tel quel. Alors, remonte un peu. Donc là, il vous dit que ça, c'est le nom pour les newbies, descend, descend, descend. Il vous dit, voilà, ça c'est H, mais en vrai, non, enfin, tout le monde s'en fout de ça. Non, 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 en vrai, il y a des / volumes, et puis /root aussi. Et puis, pour une fois, il les écrit, enfin, c'est plus... C'est un petit côté Unix presque, quand on regarderait ça. Remonte encore un peu. Alors là, vous allez voir, c'est voilà, la magie de comment est stocké Windows en interne. Honnêtement, franchement, je ne vois pas pourquoi ils nous interdisent d'utiliser le portable /root /cimv2 win32 volume device id // point d'interrogation // volume. C'est quand même largement plus explicite que ces deux points. Franchement, ils auraient pu le laisser non mappé. C'est G, effectivement. Bon, donc vous voyez un peu comment fonctionne Windows en interne. Il a son espèce de pool d'objets que vous voyez ici. Ces objets ont certaines propriétés. Là, j'ai demandé à récupérer tout ce qui était des volumes. Et des volumes, sous Windows, ça se monte aussi. Pour les personnes qui pensent que Mount est réservé à Linux, pas du tout. Mount est aussi utilisable sous Windows, mais sauf qu'on est un objet. Donc on va récupérer un volume. Où est ton C? Non, on prend un volume qui risque moins quand même. Parce qu'on est en route. On va jouer avec, on va le monter, on va monter C dans C, ça va pas être très... ça peut être gore. Non, prends ton C. C'est bien en fait, Ouais, voilà, prends ton C, laisse-moi faire, ça va pas faire mal. Voilà, donc on va regarder, qu'est-ce qu'il a, ça doit être... Oh, qu'est-ce qu'il a en 0, tiens, le petit... Ah, non. En 0, c'est quoi? Oh, du premier coup. Ça a l'air sympathique. Alors, NTFS, ouais, système, on s'en fout. Last error code name C, 2 points. Intéressant, intéressant. Regardons qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc on va le mettre dans notre volume, on va l'appeler $C. $C. Et on va jouer avec notre nouvel ami, $C, mais en tant qu'objet Windows. Donc on peut jouer avec quoi? On peut jouer, ouais, Dynasty, on s'en fout, serveur, access, automount. Ah, il y a des propriétés automount, tiens, c'est intéressant. Oui, sous Windows, en fait, vos volumes, c'est ni plus ni moins que des volumes qui ont la propriété automount. C'est pour ça que vous avez C qui est monté au démarrage. Mais ça reste des volumes montés. Contrairement à ce que la plupart des gens croient, Windows, il ne fait pas une espèce de sac magique derrière pour vous mettre des C2 points machin ou des traits... non, non. On reste quand même sur un concept assez propre. Et ce concept, c'est juste, vous avez un volume, volume 0. Ce volume a la propriété automount. Et c'est comme ça que Windows fait pour vous monter tout seul votre système au démarrage. Bien, tu vas écrire automount égale false. Ça va être rigolo à ton prochain redémarrage. Non, 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 fais pas ça quand même. Non.
C'est administrateur, là, il faut pas jouer avec ça. Alors voilà, vous avez la taille par bloc, et on va jouer avec un truc, c'est Add Moon Point. Bon, on va faire. J'ai pas envie de jouer avec le tab longtemps, donc on va aller plus vite. Add Moon Point. Ajouter un point de montage. Alors ajouter un point de montage, ça fait quoi? Ça va simplement vous ajouter un moon point à un certain endroit. Et ce moon point, eh bien, ce que ça va faire, c'est qu'on va faire, comme vous l'avez l'habitude, de monter votre volume dans votre arborescence. Donc on va le monter. On va d'abord se faire un petit mkdir dans ces deux points. Donc on va faire dans mkdir ces deux points slash c. C deux points slash c. Ouais, ça marche. Vas-y. Alors, bonne question. C'est pas un backslash sous Windows? Non. C'est une vieille légende, le backslash sous Windows. L'explorateur de fichiers ne supporte que le backslash. Par contre, les systèmes de fichiers Windows ont toujours supporté backslash ou slash, les deux. De la même façon, vous avez aussi d'autres histoires sur le case sensitive. On n'arrête pas de répéter des trucs qui sont complètement faux là-dessus. Bon, on a fabriqué C dans C. C'est l'occasion de faire un point de montage. Add Moon Point. Il est bien admin, ton shell. Donc on va faire $C add moon point. Et on va le monter dans C deux points slash C. Vas-y. Oui, ça. Les quotes, oui, les quotes. Ok, ça a l'air sympa. Return value 0. Allons voir dans l'explorateur de fichiers ce que ça a fait. Je le montre après comment on fait un BSOD immédiatement sur PowerShell. Alors, dans ton C, tu as maintenant un dossier C. Bouton droit, non, précédent, il faut jouir un peu de cette image. Bouton droit. Propriété. Non, ça n'est pas un raccourci. C'est bel et bien un volume monté. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez monter des lecteurs CD, des trucs comme ça qui ont besoin de vos dossiers. Vous pouvez monter des dossiers dans des dossiers. Vous pouvez faire à peu près n'importe quelle merde que vous voulez. Et donc, vous allez pouvoir profiter d'une récursion sur C. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir à cliquer en boucle sur C. Voilà, C. Toujours dans C. C'est fabuleux. C. C'est fabuleux Windows quand on sait s'en servir. Hein. Allez, on continue. Voilà. Vous avez compris. Windows, ça peut être très drôle en fait. Donc quand on joue avec les objets, vous avez un petit côté jubilatoire. Alors on va continuer à faire de la merde avec son PC puisqu'il laisse gentiment faire. Donc on revient sur PowerShell, continuons à jouer avec les objets Windows. On va jouer avec le registre. Et le registre, c'est très intéressant parce qu'en fait, on le connaît mal et ça contient plein de trucs intéressants. Donc on va cd dans le registre. Cd hklm hklm. Donc ça veut dire hk local machine. Non, pas de... Laisse le suspense, backslash, entrée. Non, tout court. Entrée. Voilà. Hop, deux points, slash. Voilà. Donc là, vous êtes dans votre base de registre. Alors la base de registre, pour vous, c'est l'espèce de truc dégueulasse où vous dites Windows, c'est mal. Non, la base de registre, c'est très propre. C'est en fait un dossier comme un autre. Vous avez cd dans une base de données. Une base de données, c'est un objet container. C'est un objet container, donc vous avez le listing qui est autorisé. ls. Et oui, c'est un objet container. Vous avez le listing qui est autorisé. Allons jouer un peu. cd hardware. ls. ACPI. J'adore quand je vois des trucs comme ça. Device map, si on allait changer. Vous préférez quoi? Lui changer device map ou aller jouer dans son ACPI? Les deux? Ouais, les deux. Bien. CD ACPI. Allez, on y va. LS, voyons voir ce qu'il y a dedans. Des trucs intéressants. Allez, va dans le deuxième, il a l'air drôle. ls. Il n'y a rien d'autre. Bon, alors on va aller changer sa valeur, ça a l'air rigolo. cd point. Allez, change-lui sa... Non, en fait, ça, on va pas le faire. C'est une très mauvaise idée, c'est un coup à BSOD immédiatement. Pareil dans device map.
Donc là, vous êtes en train de jouer à des primitives systèmes un peu rigolotes. Ce que vous voyez là, en fait, sont les propriétés. Hein. On pourrait continuer à les regarder dans les premiers et les deuxièmes. Là, on sait qu'il n'y avait rien d'autre. Là, on sait qu'il y a d'autres choses qui vont être stockées. On ne va pas aller jouer là-dedans. C'est vraiment dangereux, surtout si vous allez après dans Device Map qui indique les plages d'adresses qui sont mappées. Là, c'est pas la bonne idée, hein, parce que vos drivers ils fonctionnent toujours correctement, et par contre, comme Windows il pense que c'est à des endroits différents, ça donne des grosses merdes dans le kernel. Surtout qu'il est administrateur, il fait ce qu'il veut. Tiens, est-ce que vous connaissez l'autorité supérieure sous... Zut, je l'ai dit. Le truc supérieur sous Windows qui est plus grand que l'administrateur, plus fort, tout ça, tout ça. Qui représenterait l'autorité supérieure... non, pas sous Windows, non. Non, 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 non. Non, pas système, non. Non, 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 non. Qui est à honneur de Windows? Parce que votre utilisateur administrateur, vous l'avez créé après avoir installé Windows. Quel est l'utilisateur qui est à honneur de Windows? Non. Il a un nom. Ça vous est jamais venu à l'idée? Vous créez votre utilisateur administrateur après avoir installé Windows. Quel est l'utilisateur qui a créé Windows? On n'en est pas loin. Dans l'idée de Bill Gates, hein, ça porte vraiment ce nom-là. Il s'appelle NT, comme Windows NT, _ autorité. L'autorité NT, votre kernel autoritaire. C'est spécial, hein, mais ça se fait bien aussi. Bon, allez, on va arrêter de lui faire des sueurs froides avec sa machine. On va venir tout de suite au BSOD. Donc, get process 0, donc winninit, .kill. Non, alors c'est une mauvaise idée. On va juste faire un get process. Pour vous montrer que tout est objet sous Windows et qu'on va finir aussi là-dessus. Get-process. Vas-y, vas-y. Juste tel quel. Donc là, vous voyez tous les process qui existent. Donc il y en a un que j'aime beaucoup. Winninit. Il a l'air drôle à tuer en plus, lui. Donc on peut remonter pour voir un peu tout ce qu'il y a. Oh, il y en a un aussi qui a l'air bien, avec un PID bien bas, là, système. On peut remonter aussi encore un peu pour voir des trucs rigolos. Encore un peu, hein, on en profite. Non, encore un peu. Il ne servira à rien, oui, tout à fait. Encore un peu, on peut remonter. Oui, idle 0, c'est normal. Hein. On remonte, encore. Non, en fait, je veux voir juste les noms au-dessus. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Handle, sous Linux, ça correspondrait à quoi? Allez, un petit peu de culture Windows quand même. Handle, ça correspond à quoi sous Linux? Non, c'est pas du tout le PID. Ce serait presque le nombre de FD, voilà. Ouais. Nombre de FD ouverts. Ensuite, vous avez ces jeux de mémoire qui existent. CPU, bon, bah ça parle de lui-même. ID, c'est le PID. Process name, c'est le nom du process. Bon, maintenant, regardons ce qu'on peut faire, comme d'habitude. Hein. Process, ça renvoie une liste. Vous avez tout à fait le droit de vous faire une variable $process, processes, qui est égale à getProcess. Et là, on peut faire $processes, ouvrez les crochets 0, pour récupérer le process 0. Enfin, le process du tableau 0. Voilà. Donc, il s'agit de AAM update notifier. On va voir ce qu'on peut faire à AAM update notifier. Donc, vas-y, ton process machin, point, K, I, L, tab. Juste tab, on voit qu'il existe quand même. Ah, c'est dommage. Bon, vous l'aurez compris, vous avez à nouveau des propriétés sur vos objets, ça fonctionne comme ça. Donc effectivement, c'est une logique un peu différente de Linux, mais vous récupérez quand même des commandes qui vous sont familières. C'est juste qu'on les a transformées de sorte qu'elles aient plus l'air objet, qu'elles soient plus sur un système Windows. Autre point qui est aussi un peu plus windowsien, hein, mais bon, qui on a récupéré de Unix, c'est les man, mais les man à la MSDN. Voilà, donc c'est un peu particulier comme concept. Donc on va faire manls. Donc là, eh oui, vous retrouvez vos man pages, pour ceux qui étaient frustrés des man pages, avec même un pager. Et vous pouvez même mettre le pager de votre choix. Most est compatible. Donc on va kill ce truc-là. Même touche qu'un pager, c'est fabuleux, il a fait Q. Bon, maintenant, on va utiliser des trucs un peu plus rigolos. C'est des choses qui n'existent pas. Donc on va faire man. Dans notre système, espace, moins example, enfin le nom de la bulletin qu'on veut tester, donc non, pas tout de suite, on veut voir quoi? ls?
Est-ce qu'il y a des exemples à ls? Moins example. Il y a la complétion automatiquement dans PowerShell sur tes noms. Et là, vous avez des exemples d'utilisation. Donc en fait, quand vous avez des commandes qui sont obscures, c'est vraiment bien de savoir que man-example vous file directement les exemples sous Windows. Alors là, il y a toujours des gens un peu chieurs qui me disent ça manque de couleur. Ouais, mais bon, noir sur blanc, c'est rétro. Et puis les gens qui disent que ça manque de couleur, je vous rappelle qu'on est quand même dans le monde Windows. Dans le monde Windows, on invente un peu du graphique pour tout. Eh bien, on a inventé du graphique pour du shell. Comment est-ce qu'on a pu inventer du graphique pour du shell, à votre avis? Non, mieux. Mieux, et ils ont inventé un concept aussi. C'est un concept, c'est shell, et c'est graphique. C'est intégré. Non, c'est intégré. C'est shell, c'est un environnement. Vous connaissiez l'IDE, découvrez maintenant l'ISE, l'Integrated Shell Environment, fourni de base dans Windows. Donc démarrez is, Integrated Shell Environment, fourni de base dans tous les Windows, ISE, voilà, Windows PowerShell is, et vous allez pouvoir profiter du spectacle. Donc vous avez un joli splash screen là qui doit être en train de se dérouler en arrière-plan. On va arriver sur notre Integrated Shell Environment et vous allez avoir l'IntelliSense sur vos commandes, sur vos fichiers, sur vos noms d'arguments, sur à peu près tout. Vous avez la possibilité de faire du SSH et de récupérer les commandes Linux avec à nouveau de l'IntelliSense, etc. Voilà, on va l'arriver sur l'autre côté pour que tout le monde puisse bien profiter de cette idée création Windows. Voici l'Integrated Shell Environment. Vous avez votre évaluation, vous avez votre command line, votre script, play, stop, comme sous visu, et on peut même placer des breakpoints. Fabuleux. Ah, qu'est-ce qui ferait pas pour nous aider Windows? Bon, je crois que j'ai pris un peu beaucoup trop de temps, donc on va s'arrêter là. Vous avez donc breakpoint, communication à distance WinRM, c'est super, franchement, qu'est-ce qu'ils n'iraient pas inventer? Voilà, donc... Et il y a même la coloration syntaxique. Voilà, c'est fabuleux. Et puis vous allez voir, dans votre chef, vous avez même l'autocomplétion. Franchement, ils ont fait des trucs bien. Bref, vous l'aurez compris, PowerShell, oui, ok, c'est un shell à la Windows, mais c'est quand même un shell très puissant. Vous avez de l'objet, vous avez du JIT, vos scripts y vont vite, vous avez un Integrated Shell Environment, stop. Vous avez accès à tous vos objets Windows et vous pouvez vraiment en fait comprendre comment est-ce que votre Windows fonctionne derrière. C'est plus l'espèce de gros voile opaque où on ne sait pas ce qu'il y a derrière notre Windows, c'est un peu, à moins d'avoir lu les Windows internals, les 3 pavés là qui sont imbitables, là enfin on sait les classes qu'il y a derrière, on peut les manipuler. On a enfin l'impression de pouvoir être un vrai geek et de savoir ce qu'il y a derrière notre Windows, quoi, de pouvoir le remplacer, jouer avec, céder nos ACPI, kill notre process WinInit. On sait ce que fait Windows et ça c'est bien. Voilà, donc s'il y a une seule raison pour laquelle on voudrait préférer PowerShell, pour apprendre Windows, et ce serait déjà une raison bonne et une raison suffisante. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on peut revenir d'ailleurs sur la présentation. Voilà. Sur PowerShell, les commandes, la vie en général, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette décision-là de faire du shell objet? Est-ce que ça existe sous Linux? La réponse est oui, il y a eu une tentative de portage échouée. Le truc segfault dès qu'on le lance. Vraiment, je précise, sans troll à venir, c'est vraiment une véritable question. C'est devenu quoi SUA? Alors, quand même, donnons à tout le monde les clés pour comprendre cette question. SUA, c'était Subsystem for Unix Application. Vous avez peut-être entendu parler aussi de ce qui étaient les systèmes Iterix ou autres. Ça devient deprecated petit à petit dans le monde Windows. C'est-à-dire que Iterix vote, SUA, je crois qu'il est deprecated. C'était une très bonne idée. Ça fonctionnait bien, mais dans l'idée, c'était beaucoup trop lourd à maintenir de leur côté, je pense. Pour la culture, pour tout le monde, comment est-ce que fonctionne Windows? Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'est un sous-système sous Windows ou pas? Ouais, on n'a pas le temps de toute façon. Non, ce serait beaucoup trop compliqué à expliquer. Mais oui, non, c'est en train de mourir cette chose-là. D'autres questions? Voir X sur Windows? Oui, et j'en ai un sur ma machine. Je veux voir. Et je peux même vous faire du SSH-X avec. Et ouais.
Au revoir aux gens du stream.